Bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal, le 25e ou encore la 25e conférence internationale sur le climat qui a ouvert ses portes ce lundi à Madrid en Espagne. Une conférence qui intervient à la fin presque de l'année 2019, année marquée par une série sans précédent de mobilisations citoyennes pour le climat. Les gros pollueurs sont sur les bancs des accusés en ce qui concerne les sujets liés aux inégalités. Les détails, c'est tout à l'heure dans ce journal. Autre sujet à la une, c'est la situation dans la ville de Beni, dans le Nord Kivu. Situation exacerbée par les récentes manifestations fustigeant une certaine passivité de la MONUSCO. À Kinshasa, quelques étudiants seraient interpellés et les élus du Nord Kivu ont échangé avec le ministre des Droits humains. Les contenus à suivre également dans ce journal. Encore une fois, bonsoir à tous. Une marque de reconnaissance, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a pris part aux festivités marquant l'anniversaire de l'indépendance de la République centrafricaine, a été élevé au rang de Grand Croix de l'Ordre national des reconnaissances centrafricaines. On en parle à travers ces reportages signés Patrick Michel Moukoui. Suivez. Une distinction exceptionnelle pour saluer la solidarité du peuple congolais à l'endroit de leurs voisins centrafricains pendant les moments durs. Le président Faustin Archange Touadéra n'a pas trouvé meilleure façon pour exprimer sa gratitude à la RDC, si ce n'est de lever à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national de reconnaissance centrafricaine son homologue Félix-Antoine Tshisekedi. La RCA, qui tente de sortir progressivement de sa plus grande crise, a bien trouvé sa compagne grâce à la vision commune partagée par les deux chefs d'État. Vision essentiellement centrée sur la paix et la réconciliation. L'évolution de nos pays, éprouvée par de multiples soubresauts politiques, nous conduit à accorder nos leaderships et à manifester une solidarité à toute épreuve pour combattre et mettre un terme aux menées déstabilisatrices en Afrique centrale et dans notre sous-région des pays des Grands Lacs, si troublés, dont la République démocratique du Congo, pour des raisons évidentes de superficie, de peuplement et de ressources naturelles, devrait y jouer un rôle de premier plan de locomotive. La RDC, par la voix de son président Félix-Antoine Tshisekedi, a salué les efforts de paix et réconciliation fournis par le président Touadéra depuis son arrivée au pouvoir et a rassuré encore plus ses voisins centrafricains d'un accompagnement sincère. Il y a eu vraiment un bond considérable dans ce pays qui était donné pour perdu par certains. Et aujourd'hui, il y a une lueur d'espoir grâce au travail et à la foi du président Touadéra qui croit en les vertus du dialogue. Et je fais serment ici, devant vous, à mon frère, que tant que je serai à la tête de la République démocratique du Congo, la République sœur de Centrafrique sera toujours très proche. Le chef de l'État a également salué la matérialisation du projet de construction du pont sur l'Oubangui grâce au financement de la Banque africaine de développement. Le président congolais a également promis l'intensification des transactions commerciales. La RDC et la RCA sont interdépendantes sur le plan économique. Les transactions de produits agricoles et de produits manufacturés font l'équilibre entre les populations de Bangui et celles de Zongo qui au quotidien se battent pour maintenir les liens commerciaux malgré l'enclavement. Les forces vives et maintenant les élus de la province du Nord Kivu, tous préoccupés par l'insécurité qui refait surface dans cette partie du pays, eh bien, les caucus des députés nationaux du Nord Kivu ont été reçus par la présidente de l'Assemblée nationale. On en parle à travers ces reportages signés Sylvie Moembo et Bernard Bodo.
La tragédie au quotidien dans l'axe Beni-Boutembo avec ses amplifications ne saurait être la préoccupation de seul député de la province du Nord Kivu. Au contraire, comme l'a signifié de vive voix à la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabundali Okomoudiaï, le caucus des élus du Nord Kivu pense avec raison d'ailleurs qu'elle doit accaparer l'attention de toutes les institutions au nombre desquelles naturellement l'Assemblée nationale. L'entretien que nous avons eu avec notre présidente a été un entretien très enrichissant. À Béni, les populations n'ont pas cessé de se révolter de marche sur marche, mais également il y a des opérations qui sont menées et qui restent soutenues jusqu'à présent par toute la population, mais également les députés qui sont ici devant vous. Et donc la protection des populations, c'est ça le grand problème. Et pour cette protection des populations, nous continuons à appeler la police à mieux jouer ce rôle. Il faut que les députés également puissent se saisir de cette question. Et donc, nous continuons à croire que la question intéresse tout le monde et qu'elle va également continuer davantage à intéresser toutes les autorités pour des mesures idoines de protection des civils. Cette mobilisation à grande échelle est un élément indispensable dans la promotion de la protection de la population. Et au Sénat, c'est déjà les débuts de la composition des commissions permanentes. Le président de la Chambre haute du Parlement, Alexis Tambwe Mwamba, a présidé une réunion à ces sujets. On fait le point à travers ces comptes rendus de Génie Dada Chabani. La prochaine assemblée plénière du Sénat sera consacrée à la constitution des bureaux des commissions permanentes. Dans le cadre des préparatifs de cette réunion, le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambwe Mwamba, a présidé une séance de travail avec les groupes provinciaux et les groupes politiques. Tous les membres du bureau y ont pris part. À la sortie de cette audience, le président du groupe provincial de la Chuapa a fait le point. Au regard de l'article 43, alinéa 1er de notre règlement, les candidatures dans le bureau des commissions sont présentées par les groupes provinciaux et les groupes politiques. C'est à ce titre-là que notre bureau du Sénat s'est mis à cet exercice de nous convier comme des présidents des groupes provinciaux pour venir non seulement nous donner lecture des différentes candidatures qui ont été retenues dans les commissions, mais aussi pour avoir notre avis et notre observation quant à ça. J'apprécie beaucoup la sagesse avec laquelle le bureau est tenté de conduire les activités au niveau de notre institution. Je dois vous avouer que dans l'ensemble, ça s'est très bien passé et le bureau nous a promis que les observations que nous avons soulevées feront l'objet des arbitrages à leur niveau et ils nous promettent de nous revenir pour aplanir le vu en prévision de la prochaine plénière qui sera convoquée pour mettre en place les bureaux de nos commissions. Des changements en vue seront opérés pour assurer plus d'efficacité dans les interventions de la MONUSCO et bien assurance de Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies lors de l'entretien avec le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba qui en même temps a exprimé au nom du gouvernement de la République sa compassion aux casques bleus qui, comme l'armée régulière, a perdu des hommes lors de la récente tuerie à Béni. Françoise Belabouaki et Pompa Oumba. Tuerie à Béni, les Nations Unies annoncent des changements dans la stratégie. Selon le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des maintiens des opérations de la paix, reçu par le Premier ministre, il y a des leçons à tirer des derniers événements qui ont fait subir des pertes en vie humaine. Il y a des leçons à tirer bien sûr de ce qui s'est passé. Je crois que nous sommes tombés d'accord pour dire que chacun de notre côté nous allons regarder ce que nous pouvons mieux faire et pour ce qui nous concerne, nous allons le faire très vite et de manière très très approfondie. Et je crois qu'il y a aussi un engagement du côté de nos partenaires congolais de faire la même chose. Je crois qu'il ne faut pas se cacher qu'il y a des problèmes qui sont sérieux dans la région, des problèmes sécuritaires, mais aussi des problèmes liés à une sorte d'économie de guerre qui s'est installée avec des intérêts qui contribuent aussi à entretenir cette insécurité. Cette séance de travail élargie aux membres du gouvernement et aux officiers de l'armée avait pour but de réévaluer la collaboration dans la sécurisation des populations civiles dans l'est de la RDC. Nous avons aussi réaffirmé l'importance cruciale de renforcer notre partenariat à tous les niveaux. Au niveau national, où il y aura des concertations régulières et approfondies, au niveau local, en engageant les responsables locaux, mais également la population et ses représentants, la société civile, et puis au niveau des forces
militaires et des forces de sécurité, celles de la République démocratique du Congo et celles de la MONUSCO. Jean-Pierre Lacroix, adjoint d'Antonio Guterres, effectue une mission au moment où des manifestations sont organisées dans plusieurs villes contre la présence des forces onusiennes en RDC. Et on en vient maintenant à cette information. La 25e conférence sur le climat a ouvert ses portes. C'est lundi à Madrid, en Espagne. Eh bien, 196 pays, États signataires de l'accord de Paris y prennent part sur place. L'atmosphère s'annonce donc tendue entre, d'un côté, les gros pollueurs et de l'autre, le non-pollueur. Un décor planté par les retraits des États-Unis de l'accord de Paris. Néné Maïzana nous en dit un peu plus. Decades, the human species has been at war with the planet, and the planet is fighting back. L'humanité doit mettre fin à sa guerre contre la nature. Ce qui manque toujours, c'est la volonté politique. Ce sont là des mots prononcés par le secrétaire général des Nations Unies à l'ouverture de la conférence sur le climat à Madrid, en Espagne. Le slogan qui résume cette nouvelle COP, temps pour l'action. Cette COP a un rôle important, c'est d'assurer la mise en place de l'accord de Paris en 2015, en mettant en place des marchés de carbone, revoir à la hausse des ambitions pour que les pays doivent atteindre les seuils exigés. Le secrétaire général des Nations Unies demande aux pays de mettre en place les prix sur le carbone, d'arrêter les subventions sur les combustibles fossiles, d'arrêter les constructions des centrales au charbon à partir de 2020. Il appelle ces derniers à mettre beaucoup d'efforts pour atteindre les objectifs qui ont été insignifiants. Il affirme que 2019 allait se hisser dans les top 5 des années les plus chaudes, la hausse du niveau des océans, la fonte des calottes polaires et sécheresse. Les lieux inspiraient la terreur, la peur pour les détenus. Et maintenant, c'est une maison carcérale qui répond plus ou moins aux normes. Le camp de détention de Luzumu, dans le Congo central, a reçu la visite du vice-premier ministre, ministre de la Justice, Célestin Tundaya Kasende. Jacques Kabwaba nous en fait les témoignages. Au camp de détention de Luzumu, où il a effectué dernièrement les déplacements pour la réception de ces milieux carcérales réhabilités grâce à l'Union européenne à travers la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement COFED, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Célestin Tundaya Kasende a visité les installations de cette maison carcérale qui présente aujourd'hui un visage humain pour aider à la rééducation et réinsertion des pensionnaires. À l'issue de cette visite, Maître Tundaya s'est confié à la presse. Une très grande impression que j'ai. Il faut avouer que moi-même, avant d'atterrir ici, je ne m'imaginais pas de l'importance, n'est-ce pas, des efforts qui ont été fournis et des travaux qui ont été réalisés. C'est maintenant que je peux apprécier à la juste valeur la disponibilité de nos partenaires, et particulièrement celle de l'Union européenne, pour réellement matérialiser son accompagnement, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo dans le volet de la justice. Un travail magnifique qui a été fait ici, et c'est à juste titre qu'on peut dire que ce centre, on peut en faire véritablement un centre de référence pour tous les autres sites d'incarcération en République démocratique. On a tenu compte de tous les critères sur le plan technique pour réaménager ce site. Mais moi, avec la vision que j'ai de la justice, je pense qu'avec les espaces que nous avons vus ici, on peut même ajouter 2 autres pavillons pour l'incarcération communautaire, de façon à ce que, effectivement, la plupart des gens qui sont retenus à Makala viennent ici. Et comme nous avons l'ambition, et ça coïncide avec la vision aussi de nos partenaires, surtout celle de l'Union européenne, de séparer les enfants et les femmes par rapport aux hommes. De mettre les mamans qui ont été condamnées, on ne sait pour quelle raison, c'est regrettable, les enfants, de les mettre ailleurs. Alors à ce moment-là, on aura des centres véritablement qui répondent aux standards, que ce soit ici, que ce soit à Makala où on aura désengorgé, et aussi des centres que nous sommes en train d'imaginer pour y placer rien que les enfants et les femmes.
Des manifestations anti-MONUSCO à Béni, mais aussi à Kinshasa, où quelques étudiants ont fait l'objet d'interpellations par les forces de l'ordre. Juliette Pambou, ancienne élue du Nord Kivu, en a fait part au ministre des Droits humains, André Lité Asebea. Lucie Lavie-Tissenda. Députée honoraire du Nord Kivu, Juliette Mbambou, est venue auprès du ministre des Droits humains, André Lité Asebea, dénoncer les arrestations arbitraires enregistrées le vendredi 29 novembre dernier à Kinshasa des paisibles citoyens lors d'une manifestation de solidarité à l'endroit des habitants de Béni dans le Nord Kivu, victimes des tueries causées par les rebelles ADF. L'honorable Mbambou sollicite à cet effet l'implication du ministre des Droits humains, maître André Lité Asebea, afin d'une libération sans condition de ces jeunes. La population de Béni a besoin de l'apport de tous les Congolais. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de la province du Nord Kivu, que toutes les provinces se liguent contre cette guerre qui n'a tant exterminé un peuple innocent. Que nous puissions communiquer avec la MONUSCO. Alors, tout ce que je vais demander aussi au président de la République, c'est qu'il ne puisse pas se fatiguer. C'est le moment de comprendre que nous sommes des nationalistes, nous sommes des patriotes, nous sommes derrière toute action qu'il mènera pour que cette guerre finisse. Nous voulons l'encourager à se battre contre toute espèce de néocolonialisme. Les manifestants réclamaient le respect de la mission de la MONUSCO en RDC, qui est celle de maintien de la paix et non le contraire, démarche à laquelle le ministre André Lité Asebea a souscrit sans réserve. La lutte contre les violences à l'égard des femmes, un combat plus ou moins régional. Les Burundis et la RDC prennent l'engagement de mutualiser leurs efforts pour mettre fin aux viols à répétition. Les précisions dans ces reportages signés Yvette Makuntima sur les images de Moke Maluma. Suivez. Du haut de son expérience avérée en matière de lutte contre les violences sexuelles, la République démocratique du Congo peut servir de modèle dans la région des Grands Lacs et tirer les meilleurs des autres. C'est ainsi que le Burundi, pays post-conflit, s'inscrit dans la démarche de mutualisation des efforts pour venir à bout des violences faites à l'endroit des femmes. Cet atelier d'échange d'expériences sur le projet d'urgence relatif aux violences sexuelles et basé sur le genre et la santé des femmes dans la région des Grands Lacs a mis en relief cette volonté commune d'une lutte efficace et coordonnée contre les violences à l'égard des femmes. Les Burundis, représentés par les secrétaires permanents du ministère des Droits humains, Affaires sociales et du genre, la RDC, par la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Lomé-Atilité, ont conjointement conduit les débats de ces assises initiées par les centres régionaux des recherches et des documentations sur les femmes, les genres et la construction de la paix dans la région des Grands Lacs. Le Fonds social de la République et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ont joué un rôle crucial dans l'organisation. Béatrice Lomé-Atilité, présente partout où les questions du genre sont évoquées, a également pris part à l'atelier national des validations de la stratégie nationale de la lutte contre les violences basées sur le genre. Les documents de la stratégie nationale étaient au centre des préoccupations. Avancées, défis et situations actuelles liées aux violences sexuelles basées sur le genre vont alimenter les débats. Addis Abeba, capitale éthiopienne, a accueilli les forums Afrique contre Ebola. Près de 55 millions de dollars américains ont été levés pour une lutte accrue contre cette épidémie. On en parle à travers ces reportages. Deux temps forts ont marqué cette journée consacrée à la mobilisation, au soutien financier et matériel nécessaire pour lutter contre Ebola. Tout d'abord, les discours prononcés par la représentante des hauts niveaux de l'Éthiopie qui s'est apaisantie sur la mission du Centre africain des contrôles et des préventions des maladies, suivi de celui du directeur de l'INRB, Dr Muyembe, qui a brossé l'état des lieux de la maladie à virus Ebola sur le terrain. Prenant la parole du haut de la tribune de l'Union africaine, le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, a une fois de plus démontré la volonté du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'offrir une santé de qualité à la population congolaise. Je voudrais ici, au nom de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, présenter toute ma gratitude à la communauté internationale qui est venue au chevet de la République démocratique du Congo
avec des moyens conséquents pour nous aider à contenir la situation telle que le montrent les données statistiques sus-évoquées. L'évolution de l'épidémie sur terrain indique que nous sommes passés de la phase d'urgence à celle de la stabilisation progressive. En effet, nous assistons depuis quelques mois à la diminution sensible des zones de santé en épidémie. Comme il était question de trouver les moyens pour lutter contre Ebola, le Dr Eteni Longondo a annoncé la souscription de la RDC à la hauteur de $1 million américains lors de ces forums pour lutter contre cette pandémie. Retenons qu'une autre rencontre du genre est prévue au mois de février prochain, toujours à Addis Abeba. Un peu loin du point de vue géographique de la République démocratique du Congo, le Nicaragua compte renforcer ses relations avec la RDC. Le ministre des Relations extérieures de ces pays en visite à Kinshasa, porteur d'un message de son président à son homologue congolais, a été reçu par la ministre des Affaires étrangères, Marine Toumba-Nzeza. Gina Wabiwa et Pati Tondoango ont signé ces reportages. À la tête d'une délégation, Denis Moncada Colindres, ministre des Relations extérieures du Nicaragua et porteur d'un message du président du Nicaragua, Daniel Ortega, à son homologue, Félix Antoine Tshisekedi. Reçu par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marine Toumba-Nzeza, Denis Moncada a émis le souhait de voir les relations de coopération et de solidarité se renforcer davantage entre les deux pays. Situé en Amérique centrale, le Nicaragua partage sa frontière au nord avec le Honduras et au sud avec le Costa Rica. De l'autre côté, le vice-ministre des Affaires étrangères, Raymond Tchédia-Pataï, s'est entretenu avec une délégation de la communauté malienne conduite par Habib Silla. Président du Haut Conseil de Maliens de l'étranger, ils ont passé au peigne fin la situation de la communauté malienne vivant en République démocratique du Congo. Le constat est d'ailleurs satisfaisant et le vice-ministre Raymond Tchédia a promis de se rendre au Mali dans les jours qui suivent pour s'enquérir également des conditions de vie des Congolais au Mali. Les travaux de la conclave qui réunit, en somme, les acteurs de la société civile qui vont revenir sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays, mais aussi sur le mandat de la MONUSCO. On en parle avec Marthe Mangaza. Mettre en place un plan stratégique quinquennal 2020-2024, dégager l'analyse institutionnelle de la société civile en tant que partie prenante clé dans la vie nationale, c'est l'un des objectifs poursuivis au cours du conclave de la société civile Force Vive qui a réuni les délégués venus de 26 provinces et les membres de la coordination nationale, eux les facilitateurs. Aujourd'hui, ce que nous voulons planifier, c'est d'accompagner le gouvernement pour arriver à la bonne gouvernance. En militant contre toutes les antivaleurs qui existent, nous sommes en train d'aller vers le pays émergent. Comment la société civile Force Vive compte accompagner les institutions de la République cas de la situation sécuritaire qui sévit à l'est du pays où la population réclame le départ des casques bleus. À la société civile, nous prônons la non-violence. La MONUSCO est présente au pays sur invitation du gouvernement congolais. Il fallait que le gouvernement congolais, après avoir vu ce ras-le-bol contre la MONUSCO, doit appeler les dirigeants de la MONUSCO, nous de la société civile, vous de la presse et les représentants des communautés. Nous nous mettons autour de la table pour évaluer les actions, les programmes de la MONUSCO. Dans la MONUSCO, il y a eu un programme qu'on a appelé la FIB. Cette brigade devait travailler avec ou sans les FRDC. Et aujourd'hui, cette brigade nous dit qu'elle attendait une invitation des FRDC. Pourquoi une invitation? Cet atelier se veut participatif et est caractérisé par les exposés incitatifs. Les apports des participants seront mis à contribution pour mieux construire la théorie des changements. L'autosuffisance alimentaire, une quête effrénée qui trouve un début de réponse dans la province du Lualaba. Eh bien, le gouverneur de cette province, Richard Mouyej, a pu visiter l'un des plus grands projets agricoles de plus ou moins 9000 hectares sur les sites des Kando Sud. Joseph Oscar Mbalkaïch. Des vastes étendues de terres arables pour accueillir la culture de maïs. Le gouvernement provincial du Lualaba, que dirige Richard Mouyej Manguesmans, veut relever ces défis.
3000 hectares de maïs seront cultivés cette saison dans la province du Lualaba. La cérémonie de lancement a eu lieu dans la ferme Nkando en présence des membres du gouvernement provincial, des députés provinciaux et de plusieurs autres personnalités. Richard Mouyej Manguez-Mons veut libérer les Lualaba de la dépendance extérieure sur le plan agricole. Voilà pourquoi il a effectué cette visite sur le terrain. Pays riche de ressources minières partout. À Kanda où nous ne sommes pas très loin des grands gisements de cuivre et de cobalt. Où est l'odeur du cobalt? Où est l'odeur du cuivre? Le même constat se fait quand nous prenons la route vers Kassai, vers Lubudi. Dès qu'on a dépassé 5 km, on a laissé derrière soit les gisements miniers, terminer les effets du cobalt, terminer les effets de mine. Ce que nous voulons faire, puisque ce sont nos ressources, nous n'avons pas d'autres, c'est d'abord comme gouvernement provincial, nous avons décidé d'adhérer au schéma suggéré par le gouvernement de la République, celui de la diversification de l'économie. Au Lualaba, nous avons choisi l'agriculture et le tourisme. L'ambition pour l'année prochaine, c'est de réaliser 5000 hectares dans chaque territoire. 9000 hectares de maïs seront cultivés sur l'ensemble de la province, une détermination saluée de tous ses voeux par la population. Et cette décision du ministère de l'Urbanisme et Habitat, décision portant réglementation des constructions sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Article 1, il est interdit formellement de délivrer les permis de construire et autres documents relatifs aux sites et espaces précités. Dorénavant, article 2 déjà, dorénavant, le secrétaire général est instruit de transmettre au préalable à la direction du cabinet du ministre la liste de toutes personnes désireuses d'obtenir les permis de construire pour publication sur les sites du ministère pour raison de traçabilité, de transparence et de publicité. Article 3. Tout ordre de mission à délivrer sur terrain pour l'inspection de chantiers et espaces publics doit recueillir au préalable l'avis du ministre ayant en charge l'urbanisme et habitat pour prévenir tout dérapage et anarchie. Article 4. Tout cadre et agent du ministère de l'Urbanisme et Habitat qui violera le mesure si haut énoncé s'exposera gravement à la rigueur de la loi. Communiqué signé Puis Mabulu Mbayou Mukala, ministre d'État, ministre en charge de l'urbanisme et habitat. Le mois de novembre déclaré mois de la base à l'UDPS, le secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouya était à Kassangoulou pour clôturer ses activités. Suivez. C'est dans la section de l'IDPS Kassangoulou, dans le Congo central, que le secrétaire général Augustin Kabouya a choisi pour boucler les activités liées au mois de la base lancé le 12 novembre dernier par le président intermédiaire de ce parti, Jean-Marc Kabunda Kabound. Dans la parole en premier, le président sectionnaire a brossé un tableau sombre de la vie sociale dans ces coins du pays. Il a également demandé au chef de l'État d'ériger un monument en mémoire du docteur Étienne Tshisekedi au pont Kabi, où il avait tenu son premier meeting populaire de son combat politique en 1988. À son tour, c'est le secrétaire général Augustin Kabouya avec Bible à la main a exhorté l'assistance à l'amour du prochain et de la patrie. Pour celui qu'on appelle affectueusement fils aîné de Félix Antoine Tshisekedi, par la base de son parti, l'heure n'est pas au port de tenir des arts martiaux, mais de travailler pour le bonheur des Congolais. C'est lui qui soutient les chefs de l'État, doit respecter et collaborer avec les autorités en place et les services de sécurité pour démasquer les malfrats et les ennemis de la paix sociale, a-t-il indiqué. Concernant son parti, le secrétaire général a donné une sévère mise en garde contre les membres de l'IDPS qui créent le bicéphalisme dans certaines fédérations. Tout celui qui cherchera à entretenir cette situation dans le parti sera déféré devant la justice, a-t-il ajouté. Augustin Kabouya a émis le vœu de voir la date commémorative de la mort du tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, célébré aussi avec phase comme les 16 et les 17 janvier de chaque année. L'invité de ce soir, c'est Sœur Léon Kiaboba, qui est rapporteur au Conseil économique et social.
Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Au Conseil économique et social, c'est déjà la fin de la session d'octobre. Quelles sont les matières traitées, notamment les avis jusque-là? Oui, pour cette session d'octobre, nous devons peut-être commencer par rappeler, il y a deux volets. En ce qui concerne les avis, il y a les avis publiés et les avis adoptés. Parmi, au nombre des avis publiés, il y en a 5, dont 3 en autosaisine et 2 sur saisine du chef de l'État. Et en ce qui concerne les avis publiés en autosaisine, c'est-à-dire à l'initiative du Conseil économique et social, nous avons les 3 avis que voici sur la corruption, gagner la bataille contre la corruption, une condition sine qua non pour le développement durable. Et c'est contenu dans un ouvrage déjà? Oui, c'est déjà publié. Donc, quand j'ai dit publié, c'est-à-dire sur le dur. Vous avez aussi un avis sur l'émergence de la classe moyenne en RDC. Et nous avons aussi un avis sur le projet Transaqua, les transfèrements des eaux dans le bassin du Congo, qui est une question où le Conseil fait état d'une illusion parce qu'il y a des conséquences néfastes qui peuvent arriver. Ça, c'est donc en ce qui concerne les avis publiés. Et puis, il y en a 2 sur saisine du chef de l'État. Et là, nous réservons la primeur donc, au chef de l'État. Je ne peux pas en dire plus. Donc, peut-on dire à ces stades que toutes les matières ont été épongées? Épongées. Maintenant, en ce qui concerne les deuxièmes volets, ce sont les avis adoptés que nous venons d'adopter au courant de cette session d'octobre. Donc, depuis les premiers, et la session se termine donc demain. Et là, il y a aussi 5 matières. Il y a la première matière, c'est sur la gestion des forêts et des tourbières en RDC, au cœur des enjeux climatiques. Merci beaucoup, professeur Léon Kiabouba, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes rapporteur du Conseil économique et social. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie. Merci. Et à présent, cette célébration à la paroisse Saint-Léopold, ici à Kinshasa, célébration à laquelle a pris part le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga. Suivez. Décor spirituellement planté, joie, allégresse et action de grâce, c'est dans cette ambiance que la paroisse Saint-Léopold, dans la commune d'Engaliema, a célébré ses 120 ans. Dans son homélie, l'archevêque métropolitain a rendu de ferventes actions de grâce à Dieu pour des merveilles accomplies à cette première paroisse de la capitale. Le cardinal Ambongo a exhorté ses paroissiens à demeurer fidèles à Dieu et continuer à travailler pour la proclamation de l'Évangile. Il a aussi insisté sur la période de l'Avent qui est un temps de préparation à la fête de Noël. Fridolin, cardinal Ambongo, a apprécié le travail que le curé de Saint-Léopold a abattu avec ses paroissiens. Il leur a demandé de poursuivre sur la même lancée, car les paroissiens ont contribué à la réflexion des infrastructures de cette paroisse, sur tous les plans. Pour la petite histoire, Saint-Léopold a vu le jour le 2 décembre 1899. C'est sous la houlette de Monseigneur Camille Van Ronles, personnage de Proux, premier vicaire apostolique de Kinshasa, alors Léopoldville. Notre paroisse, la première de l'archidiocèse de Kinshasa. En 1899, le 2 décembre exactement, Monseigneur Camille Van Roslet est arrivé en ces lieux et il a commencé la première mission qu'on appelait la mission de Léopold Ouest ou Léopold II, par rapport à un qui était vers Kitambo, Saint-François. C'est d'ici qu'est partie la mission évangélisatrice de Kinshasa. Donc notre fierté est de célébrer les 120 ans de la paroisse, mais aussi 120 ans de l'évangélisation de l'archidiocèse de Kinshasa. Le caucus des députés, nous avons offert 200 sacs de ciment en nature. C'est un signe de bâtisseur. Ça veut dire que nous voulons que cette paroisse continue à bâtir et continue à se reconstruire. Cette cérémonie de haute spiritualité a connu la participation du directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Ilunga Kabila, les représentants personnels du chef de l'État, Eberand Kolengele, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, et les députés nationaux ont aussi communié à cette fête d'anniversaire. Et voilà qui boucle donc ce journal, le 20h de ce lundi. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi.
Et à suivre tout à l'heure à 22 h, la suite de l'actualité avec Joël Makela. Mais juste après ce journal, en page spéciale, la récente visite sur les sites d'Inga du directeur général de la SNEL SA, Jean Bosco Kayombo, et une délégation japonaise, mais aussi la récente visite du ministre des Hydrocarbures dans la même province. À suivre également en page magazine la relance de l'agriculture dans le Lualaba. Madame, Monsieur, encore une fois, bonsoir chez vous.